Donc, bienvenue au webinaire. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, super. Alors, pour l'ordre du jour, donc, on va vous présenter rapidement Positive Compagnie et on ira donc au cœur du sujet, donc sur la transformation du secteur industriel, sur les sujets RSE. Donc, l'objectif du webinaire, ce sera de faire un état des lieux de la maturité RSE du secteur industriel, et également de parler des enjeux donc très importants pour la RSE. Et ensuite, on aura donc le partage aussi des bonnes pratiques donc des deux entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter donc nos intervenantes aujourd'hui. Vous avez donc Sophie Carcreff et Edith Ruez. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi Sophie Carcreff, donc je travaille chez Semco Sempac depuis 3 ans et demi maintenant. C'est une jeune société qui travaille dans l'emballage. Super. Bonjour, je suis Edith Ruez, donc responsable QHSE bâtiment et SAV chez Security depuis 2013 et référente RSE. Super, merci à toutes les deux. On va présenter maintenant les entreprises pour vraiment que vous puissiez présenter voilà, comment, qu'est-ce que vous faites vraiment chez Semco et Sempac, pourquoi vous avez aussi choisi donc, la labellisation Positive Compagnie, qu'est-ce que cela a pu vous apporter dans votre stratégie RSE, etc. Je te laisse prendre la parole, Sophie. Ok, donc nous en fait Semco Sempac, comme je disais tout à l'heure, on est fabricant d'emballage. Donc aujourd'hui on est un groupe et historiquement on est une société monégasque qui faisait de l'emballage rigide, on va dire des pots à gélules, des choses comme ça. Et on est vite passé à faire du plastique autrement, puisque voilà, l'idée c'était vraiment pour notre dirigeant de faire du plastique vert. Donc on avait déjà commencé à mettre du plastique végétal, on va dire, dans nos piluliers à l'époque. Et ensuite il a inventé en fait cet emballage qui est un emballage souple pour remplacer toutes les bouteilles, les tubes, tout ce qu'on utilise aujourd'hui en essayant de garder les avantages des emballages actuels et d'utiliser moins de plastique, de faire moins de gâchis alimentaires. Donc, par le cœur même de notre métier, on va dire l'éco-conception, c'est notre domaine. On fait aussi pas mal d'ACV. Nous, on a décidé donc, on est une jeune entreprise parce que le groupe Sempac existe depuis maintenant 2021. On a mis en place l'usine en 2021, donc on va dire on avait tout à créer chez Sempac. Donc, comme on avait tout à créer, on a décidé de commencer à se faire à être audit, ISO 9001, ISO 14001, et en même temps, on a fait la labellisation RSE. Comme ça, on va dire, on a tout mis en place pour que la société ait des bases solides pour démarrer. Voilà. Après, on discutera peut-être un peu plus du reste. Nos bonnes pratiques, les achats responsables, baromètre QVT. Et chez Sempac, ce qui est important, on est une toute petite équipe puisqu'on est 11 personnes avec le dirigeant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le capital humain où voilà, le dirigeant, il s'est fait une équipe autour de lui. Voilà, donc ce que je peux dire rapidement. Super. Merci Sophie. Edith, je te laisse la parole pour Securlit. Alors, la société Securlit, c'est une société qui existe depuis 1986, qui fournit des solutions d'éclairage intelligentes et durables aux architectes et aux bureaux d'études, ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage d'ailleurs, tels que dans les logements collectifs, les opérateurs de transport et les collectivités. On est basé depuis 2000 à La Ferté-Bernard et depuis 2013, on fabrique nos propres cartes LED puisque la direction avait une volonté d'être, comment dire, au cœur de la conception, du développement de ces luminaires, puisqu'on conçoit, on développe et on fabrique nos luminaires. Donc, l'intégration de cette carte LED a été importante sur la réduction de la consommation de nos luminaires. Et aujourd'hui, depuis très longtemps, on réalise nos ACV et nos PEP Eco-Passeport qui démontrent cette démarche.
On est voilà, 67 collaborateurs, dont une équipe de 15 commerciaux sur le terrain. Nous avons un ESAT en intégré, de 8 à 9 personnes viennent travailler tous les jours, accompagnées d'un moniteur. Et donc ça, c'était vraiment une volonté de notre direction en termes d'inclusion. Et c'est une activité qu'on a en interne depuis 2011. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc, ce sont nos collègues et ils font nos journées de convivialité, nos repas de Noël. Enfin voilà, c'est vraiment une équipe intégrée. On a mis aussi voilà toute une équipe, toute une entreprise autour des achats responsables, puisque depuis 2015, nous sommes Origine France garantie. Donc, il y avait une volonté de la direction voilà, d'avoir des partenaires locaux. Aujourd'hui, c'est 47% de nos fournisseurs qui sont à moins de 300 km. Là, on va sortir de nouvelles gammes. Elles sont déjà prévues en OFG. Donc, il y a vraiment cette volonté voilà, d'être partenaire plutôt que client-fournisseur et d'être dans l'accompagnement. Et donc, labellisé Positive Compagnie depuis novembre de cette année est plutôt fière. Voilà. Super, merci à toutes les deux. Alors, on va enchaîner donc sur le cœur du sujet. Donc, Positive Compagnie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc un organisme français donc fondé en 2019. On est initialement donc un label RSE et on a développé donc deux autres offres. Scoring, qui donc évalue les fournisseurs donc de donneurs d'ordre. On travaille aujourd'hui notamment avec par exemple La Redoute, Cdiscount et GRT Gaz. Et donc, on va évaluer sur les thématiques RSE l'ensemble dans leur chaîne de valeur. On a aussi une partie conseil, c'est vraiment notre expertise qui est le dialogue partie prenante. Donc là, on s'occupe principalement des matrices de double matérialité dans le cadre donc de la CSRD. On est donc société à mission, on compte une dizaine de collaborateurs et on a voilà, à peu près donc 300 clients de donc la start-up comme Sempak au plus grand groupe international. Vous avez voilà quelques références, hein, donc par exemple Electrodépôt pour le label, l'IRECO pour le scoring, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour vous situer ce qu'on fait, pour expliquer un peu donc le sujet donc qui va venir, donc comment, quel est l'état de maturité donc du secteur industriel. Pour vous expliquer un peu, les chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui proviennent du livre blanc donc qu'on a publié en mars. Les données proviennent des évaluations RSE que nous avons fait donc dans le cadre du label et de scoring. Donc, on a pris donc 100 entreprises du secteur industriel. Donc, quand on parle du secteur industriel chez Positive, on a un secteur assez large, hein, parce que vous avez des entreprises de services pour l'industrie et aussi donc de l'industrie lourde, etc. Donc, vous avez donc ces données-là. Vous pourrez les récupérer après dans le livre blanc que je vais vous partager. Mais c'est vraiment l'objectif donc, de dresser l'état des lieux des pratiques RSE actuelles et de dire donc quels sont vraiment les grands enjeux RSE du secteur de l'industrie. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat ou à nous interrompre pour que ce soit aussi interactif. Donc, pour vous présenter l'étude, nous avons choisi donc 100 entreprises. Vous avez donc la répartition, donc 42% des entreprises évaluées donc proviennent de l'industrie lourde, 35% du service, 15% du bâtiment BTP et 8% du secteur de la maintenance. Donc, au niveau de la maturité RSE, donc, vous avez une note dans nos évaluations, une note sur 100, puisqu'on évalue donc sur 5 thématiques, le cœur d'activité, la gouvernance, et ensuite donc l'impact social, sociétal et environnemental. Chaque thématique est notée sur 20, et donc vous avez une note au total sur 100. Sur les entreprises donc, du secteur industriel, on a une moyenne de 54,9, qui est au-dessus de la moyenne des 1000 entreprises qu'on a évaluées donc, dans le cadre de Positive, donc tout service confondu de scoring et label. Ce résultat donc, montre que le secteur est en avance sur le marché dans la prise en compte de ses impacts. D'une part, parce que c'est aussi un secteur qui évolue dans un contexte réglementaire exigeant, et d'autre part, qu'il y a une réelle volonté, en tout cas des acteurs, de s'engager. Et vous avez donc les notes moyennes par secteur. Bien évidemment, le secteur du BTP bâtiment et l'industrie lourde ont une moyenne inférieure au service et à la maintenance. Et ça s'explique tout simplement par le cœur d'activité du bâtiment et de l'industrie lourde, qui sont des activités plus intensives donc en termes de consommation de ressources naturelles, de production de déchets, d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi via les risques donc liés
à la sécurité et à la santé, donc au travail, ce qui impacte de manière assez significative leur performance en matière de RSE. Au niveau donc de la maturité de la stratégie RSE, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que seulement 10% n'ont pas de stratégie RSE formalisée. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'action, mais c'est qu'ils n'ont vraiment pas structuré et d'objectifs, en tout cas par rapport à leur stratégie RSE. À l'inverse, on a vraiment 49% des entreprises qui ont formalisé une stratégie RSE avec les indicateurs de progrès. Et sur l'ensemble des entreprises donc évaluées dans le secteur de l'industrie, on a seulement donc la moitié d'entre elles qui transforment leur business model en intégrant donc la stratégie RSE dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, ce qui vous donne un aperçu de comment aujourd'hui la RSE est intégrée, en tout cas sur les décisions de l'entreprise. Sur la répartition des effectifs, donc c'est un sujet très important donc, pour le secteur de l'industrie. Vous avez donc 30% des salariés qui sont des femmes sur les entreprises évaluées. Ce chiffre est exactement le même pour la représentation des femmes dans les instances de direction. Et donc vous avez versus 41% donc, dans les entreprises, dans le secteur privé. On s'aperçoit aussi, donc pour les sujets d'inclusion, on a pris seulement l'indicateur de handicap parce que c'est assez parlant. Vous avez donc 1,5% de salariés en situation de handicap sur les entreprises que nous avons évaluées, versus donc 3,5% en France sur la moyenne nationale, alors qu'il y a une obligation de 6%. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir donc 2 femmes qui représentent le secteur de l'industrie. Donc, Edith, Sophie, je vous laisse commenter sur comment est traité donc ces sujets-là chez Securlit et chez Semco Sempac, au niveau donc de la répartition hommes-femmes et au sujet de l'inclusion, qui n'est pas uniquement le handicap, mais si vous avez d'autres bonnes pratiques à partager sur l'inclusion, je vous laisse la parole. Alors, nous, chez Sempac, par rapport à la parité homme-femme, donc comme je disais tout à l'heure, on est 11 salariés avec notre dirigeant et nous, on est 6 femmes et 5 hommes. Et au niveau des femmes, on est 2 en R&D, une en administrative, une en commercial et 2 femmes en production. Donc, malgré tout, on est quand même représentés sur tous les différents secteurs. Et les hommes, ils vont être plutôt à la maintenance, responsable technique, responsable des opérations et achats. Et bien sûr, notre dirigeant. Donc, voilà, donc c'était aussi une volonté. De la même manière, on essaye aussi d'avoir une répartition junior-senior, entre guillemets, et de travailler avec des jeunes, notamment, donc moi, je travaille en R&D. J'ai ma collègue qui est en R&D est une personne qui a fait son apprentissage chez nous, enfin son alternance pardon chez nous et qu'on a gardé ensuite. Et voilà, donc nous on est en binôme junior-senior. Ça me fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Et par rapport à l'inclusion, nous ça nous arrive de faire appel aussi à des ESAT. Mais par contre, ce qu'on fait plus souvent, c'est on travaille avec la prison de Nice, en fait, dans le cadre de la réinsertion des prisonniers. Voilà. Super. Merci Sophie. Edith, je sais que tu as plein de choses à dire sur ce sujet. Je te laisse la parole. Mais je sais que j'ai un temps réduit, donc je vais faire synthétique. Non, là, tu as le temps sur ce sujet. Je te laisse. Nous, chez Securlit, alors il y a une répartition des hommes et des femmes. Malgré tout, il y a un léger déséquilibre qui est, je pense, effectivement propre au secteur de l'industrie. Typiquement, notre service ADV est essentiellement féminin. Notre bureau d'études, dans lequel il y a 5, 6, 7, 8, 9 personnes, on a une femme. En production, on a 2 hommes quand on a le reste de femmes, c'est-à-dire entre 14 et 15 personnes. Notre logistique, ce sont essentiellement des hommes. Donc effectivement, malgré toutes les actions mises en œuvre pour recruter, que ce soit des hommes ou des femmes, on souffre quand même des métiers qui sont parfois prédisposés soit à la jante masculine, soit à la jante féminine, bien qu'on essaie vraiment de travailler sur ce sujet, puisqu'effectivement, on a au regard
de nos formations de management, au regard de nos plans d'action d'intégration et de diversification. Nous, les managers, on est sollicités pour aller effectivement recruter une population et essayer de maintenir un équilibre, mais c'est pas toujours aussi simple. Au niveau de l'inclusion, donc comme je vous le disais en présentation, on travaille avec un ESAT intégré depuis 2011, voilà, avec des gens qui viennent nous rencontrer et travailler avec nous. On participe aussi au DUOD, cette journée nationale qui est vraiment quelque chose qu'on fait depuis 3 ans et qui est une chouette aventure à la fois pour l'entreprise et pour le personnel. Ça permet d'avoir à nos côtés des personnes qui cherchent à nous rencontrer. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. On ne peut pas dire oui à tout le monde, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Mais avoir ces personnes, ça nous a permis aussi, au-delà des DUOD, de mettre en œuvre des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Romain qui est venu nous rencontrer l'année dernière, qui est de l'ESAT de La Ferté, qui a voulu revenir travailler avec nous en logistique puisqu'on pouvait l'accueillir. Parce que quand on écoute Romain, les affichages étaient clairs, c'était bien rangé et pour lui c'était facile. Et donc on a fait notre première convention de mise à disposition avec l'ESAT. Donc voilà, on a eu besoin de lui pendant 15 jours et il est venu nous accompagner pendant 15 jours. On travaille aussi avec un ESAT pour nos espaces verts. Ça, c'est une action que j'ai mise en place depuis cette année. Encore une fois, l'idée, c'était de pouvoir intégrer des gens qui... historiquement, il y avait un ESAT, mais c'était devenu compliqué. Aujourd'hui, ils ont des équipes qui s'étoffent, ils ont des moniteurs qui sont formés, ils ont des outils appropriés. Donc, ils viennent depuis le début de l'année et là, ils vont participer normalement, peut-être, à nos prochaines journées convivialité sur montrer ce qu'est leur métier. Et puis, à côté de ça, on travaille aussi avec Envie 72. Donc, c'est un organisme qui fait de la réinsertion des salariés sur des formats assez courts où ils ont avec eux des gens pendant 1 an et ils leur font reprendre, autant que faire se peut, goût au travail, à se lever le matin, avoir un objectif, à se reprendre en main. Et donc, avec eux, on fait des choses assez sympathiques, par exemple des étagères que j'ai mis en place dans les sanitaires, et eux, ils récupèrent le bois, ils le transforment, ça fait des étagères. Là, je vais mettre en place une table avec des tabourets qu'ils fabriquent. Donc, tout ce qui va être lié au bois, on va travailler avec eux et puis on va normalement mettre en place un atelier réparation vélo, puisqu'ils ont un atelier réparation vélo. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition des gens chez nous, de dire ramenez vos vélos aujourd'hui. Ils seront réparés sur site et on fait travailler les gens. Et au-delà de ça, on a aussi un partenariat avec Habitat et Humanisme. Donc, c'est une association qui accompagne les personnes lourdement défavorisées et à travers des constructions de bâtiments, des ateliers de cuisine, des accompagnements de bénévoles, les gens, encore une fois, arrivent à s'en sortir, sont accompagnés, épaulés, suivis. Et donc, pour cet organisme, nous fournissons des luminaires puisque nous les fabriquons. Et dernièrement, lors de notre semaine du développement durable, on avait mis en place un atelier où il fallait qu'on collecte un nombre de pas à travers toutes les structures du groupe Rivalène dont on fait partie, ce qui a donné lieu à un don de 5 000 euros pour les aider. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, comme le disait Isabelle, et je pourrais continuer encore, mais on a énormément de choses sur l'inclusion. Et effectivement, pour rejoindre Sophie, on s'est ouvert quelques années au recrutement d'alternants et on voit que c'est fonctionnel. Aujourd'hui, c'est une complexité de recruter dans les entreprises, mais à travers le recrutement d'alternants, l'accompagnement, l'écoute, on peut transformer on peut transformer ces essais par des CDI et donc on a déjà eu le cas dans l'entreprise. Moi-même aujourd'hui, voilà, j'ai un alternant à mes côtés sur la partie QHSE. Je fais synthétique. Non, super Edith. J'avais peut-être une question sur la partie donc avec l'ESAT. Est-ce que vous avez une personne référente pour encadrer donc tout l'ESAT? Est-ce que ce sont uniquement sur des postes peut-être logistiques ou autres? Comment est réparti justement l'effectif de l'ESAT peut-être? Ou est-ce que ça vous a demandé aussi comme adaptation, que ce soit peut-être à la production ou autre? Voilà, je te laisse peut-être un peu plus expliquer ce que ça implique.
Alors, il y a un moniteur. Donc, moi, lorsque j'intègre les gens, parce que donc, comme je suis QHSE, je fais l'intégration des gens, il y a un moniteur. Donc, aujourd'hui, si vous avez un sujet avec un travailleur de l'ESAT parce qu'il est ronchon, on passe directement vers le moniteur. Nous ne connaissons pas les pathologies, on n'a pas à les connaître, et donc tout passe par le moniteur. Donc, oui, il y a un moniteur sur site tous les jours qui est avec l'équipe pour les accompagner. Ils sont situés au cœur de la production et leur activité, c'est de réaliser ce qui est très chronophage pour les équipes sur ligne. Donc, ils vont nous réaliser des kits de vis que l'on met dans nos luminaires. Ils vont faire du préassemblage de nos luminaires. Ils vont faire du câblage, de l'étamage, mettre les inserts dans nos bases. Ce que ça a apporté à Securlit, c'est d'avoir une autre réflexion sur la fabrication des sous-ensembles, sur l'ergonomie des postes. Parce qu'en fait, il a fallu qu'on réfléchisse en prenant en compte certaines formes de handicap. Typiquement, il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui ne savent pas écrire non plus. Aujourd'hui, Maude, à qui j'ai dit bonjour ce matin, est sourde et muette. Donc, il a fallu qu'on ouvre, nous, un peu notre réflexion, notre logique à prendre en compte tous ces éléments différents pour qu'on puisse travailler bien et ensemble. Donc, voilà comment ça a été mis en œuvre. Est-ce que ça apporte à nos équipes tous les jours? Je l'avais dit, lors de la remise du prix, c'est de dédramatiser, et on n'est plus sur la même hiérarchisation du drama. Voilà, c'est-à-dire que quand on travaille avec des gens qui sont atteintes de différents handicaps, là pour le coup c'est essentiellement des handicaps, comment dire, c'est pas physique, c'est mental. Et ben on se pose différentes questions et on va pas s'énerver de suite comme on le ferait avec un collaborateur. Donc ça a permis beaucoup de prise de recul et une maturité et de la bienveillance. Donc on est bienveillant chez Securlit, mais je pense que ça la décuple encore plus, ouais. Super, c'est un très beau témoignage. Merci Edith. Alors, on va enchaîner donc sur un autre sujet qui est assez important donc dans le secteur industriel, c'est bien évidemment donc la santé des collaborateurs. Pour vous situer un petit peu, donc voilà, en France, donc c'est 32,5 le taux de fréquence des accidents de travail pour l'industrie manufacturière. Donc on a pris ce chiffre, voilà, parce qu'il n'y a pas une moyenne pour toute l'industrie, mais pour vous comparer, voilà, en France, on est plutôt sur la moyenne nationale autour de 21. Et nous, dans l'analyse du livre blanc sur les entreprises qu'on a évaluées, on a 9,90. Ce qui s'explique parce que dans le cadre voilà, du label et du scoring, c'est vrai que les donneurs d'ordre ont une importance sur ce sujet. Donc c'est pour ça voilà, que c'est traité de manière assez dans les priorités, en tout cas dans les entreprises qu'on évalue. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux de fréquence des accidents de travail pour l'industrie donc, est bien supérieur à la moyenne. Il n'y a rien de nouveau, parce que ça reflète les risques spécifiques liés à l'utilisation de machines, aux manutentions lourdes et aux environnements potentiellement dangereux. Voilà, mais comme c'est un secteur aussi qui est vraiment réglementé, c'est un sujet très important. Et ce qu'on voit assez fort sur la slide, donc c'est que chez Securlit et Semco, on est à 0. Alors c'est vrai que voilà, faut prendre en compte encore une fois la taille des entreprises, respectivement de chez Securlit et Sempac, mais voilà, on est à 0. Je sais que Securlit, il y en a eu un, je crois récemment. Voilà, si vous voulez commenter un petit peu comment vous traitez ce sujet-là, en tout cas en interne, comment voilà, vous faites votre production, parce que faut bien expliquer peut-être que vous produisez bien en interne, que c'est pas sous-traité, comment est votre chaîne de production, comment vous gérez voilà la santé des collaborateurs pour cette thématique. Edith, si tu veux commencer. Ok. Eh bien, comme dans toute entreprise aujourd'hui en France, soumis à la réglementation, on a un document unique, un DERP, donc document unique d'évaluation des risques professionnels, qui pour le coup est la Bible chez Securlit, parce qu'à l'intérieur, on a notre PAPRI Pacte. Et donc, à minima, on refait son évaluation une fois par an. Et de cette évaluation, ça va donner lieu à des actions. Mais j'avais identifié que c'était pas suffisant en termes de maîtrise et d'évolution et d'amélioration continue. Donc, j'ai mis en place ce qu'on appelle une fiche incident, et c'est que toute personne qui va voir un incident qui peut arriver
ou malheureusement qui arrive, hein, parce qu'elle me sert aussi à faire mon suivi des accidents de travail. Donc cette fiche est complétée, elle me remonte et une fois qu'elle m'est remontée, excusez-moi. Oui, juste émarger le registre d'appel. Top. Et donc, du coup, une fois qu'elle m'est remontée, on lance des actions en place pour éviter que l'accident arrive ou si l'accident malheureusement est arrivé, dans ces cas-là, de trouver des solutions, toujours avec les acteurs, la personne qui s'est blessée, le témoin, le chef du secteur, notre service méthode. Donc, c'est vraiment des décisions collégiales. Et donc, on a mis aussi en place des réunions trimestrielles sécurité site où là, on est plusieurs acteurs autour de la table, donc notre service méthode, notre directeur opérationnel, la personne du CSE chargée de la sécurité et moi-même. On refait une passe sur le document unique et on refait un tour de l'entreprise parce que j'ai pour habitude de dire que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un et que l'accident souvent est un problème d'habitude et qu'on ne voit pas forcément les choses arriver par habitude. Donc, ça fait aussi redescendre. Ce que ça apporte aux gens, c'est la confiance dans la sécurité, dans la prise en compte des conditions de travail, parce qu'on parle de ça aussi, et de pouvoir dire les choses et que, quelle que soit la demande ou l'action remontée, il y aura un retour positif ou négatif. Et aussi un travail en collaboration quasi mensuel avec la santé au travail. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on voit encore la santé au travail comme des gens qui viennent sanctionner, alors que non, pas vraiment, et c'est pas du tout leur rôle. C'est vraiment pour nous accompagner. Donc j'ai fait faire par exemple par la santé au travail notre cartographie du bruit. Ils nous ont accompagnés pour la mise en place de CERICH sur l'évaluation des fiches de données de sécurité pour les produits chimiques. Donc voilà, il y a énormément de choses que je fais en collaboration avec eux. On a un suivi des indicateurs des AT et des AM, bien évidemment. On le revoit 4 fois par an dans les CSE. Donc il y a vraiment une activité voilà, autour de la sécurité, communication des indicateurs. Comme le disait Isabelle, à mon grand désarroi, nous avons eu un accident de travail dernièrement et on était en fait à 532 jours travaillés sans accident de travail. Donc voilà, on peut s'en féliciter. Après, nous sommes dans une entreprise avec une activité qui n'est pas forcément accidentogène. La majeure partie des accidents qu'on pourrait avoir seraient liés au TMS par rapport aux récurrences. Mais pour ce faire, on a mis des potences sur les machines, on a mis des tapis anti-fatigue, on a mis des chaussures spécifiques. Il y a des bouffons d'oreilles, il y a les rotations au poste de travail pour éviter d'être 8 heures par jour sur la même fonction. Donc voilà, tout ça, c'est encore une fois un travail d'équipe où chacun vient apporter. Et pour conclure, on a aussi mis en place un baromètre annuel interne qui prend en compte voilà, et qui questionne le personnel sur son travail, l'environnement, prise en charge de la sécurité, comment la personne se sent à son poste. Super, merci beaucoup. Edith. Tu as à peu près le nombre de personnes que vous avez en production? Une vingtaine de Juste pour personnes. avoir un Ouais. titre avis. Vingtaine de personnes? Avec un intérimaire, on est entre 20 et 25. Ouais. Ok, super, merci. Production logistique. Production logistique. Ok. Sophie, je te laisse témoigner sur ce sujet. Bah, nous, du coup, on est à peu près sur le même format. Donc, nous, en effet, on est plus petit. On n'est pas non plus une activité très accidentogène parce qu'on fait de la production, mais on va dire, on assemble notre emballage. Donc, ça reste assez. Il n'y a pas de charge lourde, il n'y a pas de. On va dire, les plus gros risques pour nous, c'est éventuellement des brûlures parce qu'on assemble avec des process de scellage thermique. Donc, voilà, nos plus gros risques, ça peut être les brûlures. Mais pareil, aujourd'hui, on ne compte pas d'accidents. Et ensuite, nous, de la même manière, bon, le DURP, oui, puisque c'est une obligation, on a aussi un portail où on a différents éléments que les salariés peuvent retrouver. Et dans ces éléments, on a une fiche qu'on appelle la déclaration de presque accident, ou en tout cas lorsqu'on a une situation dangereuse, en fait, pour pouvoir identifier voilà, les situations dangereuses, on peut soit en faire tout de suite part à au chef des opérations qui, lui, met tout en œuvre pour mettre le personnel en sécurité. Mais voilà, ou alors on a donc un format papier qu'on peut remplir informatiquement en papier. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, comme nous, en fait, on est aussi une nouvelle entreprise, l'usine
qu'on a créé de toutes parts, hein, il n'y avait rien, on avait un bâtiment vide, donc on a aussi eu la possibilité de l'organiser pour éviter déjà les accidents. Donc, en plus, on vient tous plus ou moins du secteur automobile, donc on avait une vision aussi assez spécifique des ateliers. Donc, on a tout mis en aérien pour que ce soit les réseaux d'air, les réseaux électriques. Donc, en fait, on n'a rien au sol. Donc, ne serait-ce que ça, voilà, ça limite aussi les accidents. Voilà, en gros, ce que je peux dire de notre côté. Super. Merci, Sophie. Alors ensuite, on va passer donc à un sujet qui est aussi très stratégique en tout cas pour le secteur industriel, hein. C'est vraiment un levier très important pour transformer la performance RSE, donc les achats responsables. Sur les entreprises que nous avons évaluées, donc seulement 22% ont réalisé donc des audits environnementaux de leur chaîne de valeur et 19% des audits sociaux. Et sur l'ensemble des entreprises, donc c'est à peu près moins de 25% qui ont réalisé les deux, des audits environnementaux et des audits sociaux. Et donc par contre, ce chiffre, c'est vrai qu'il est amené à évoluer rapidement avec la mise en place donc progressive de la CSRD, bien évidemment, puisque les entreprises auront l'obligation donc de communiquer sur la manière donc comment ils identifient et gèrent donc les risques et les opportunités de durabilité sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc c'est vrai que voilà, le livre blanc l'a réalisé donc en mars sur donc les données de 2023 et petit à petit, c'est un sujet qui va être pris en main assez rapidement au vu de la CSRD. Alors tu l'as déjà mentionné au début, Edith, avec origine française. Voilà, je vous laisse expliquer comment vous traitez les achats responsables, où est-ce que sont vos fournisseurs, est-ce que vous avez peut-être sur des pièces peut-être spécifiques des complications pour trouver des fournisseurs dans le territoire. Voilà, je vous laisse un peu commenter. Edith, comme tu veux. Ok. Alors, au niveau des achats responsables, comme je disais, effectivement, on est Origine France Garantie depuis 2015 et à ce titre, en fait, voilà, donc dès qu'on crée ou qu'on conçoit, on développe un nouveau luminaire, on doit rentrer dans la nomenclature liée à l'Origine France Garantie. Et ça, ça a toujours été une volonté et une démarche de la direction, c'est de travailler autant que faire se peut, de travailler dans le territoire. Somme toute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fabrique des luminaires et on met des cartes LED et on fabrique nos cartes LED. Bien évidemment, les LED sont fabriqués et absolument pas à 300 km de chez nous, mais très très loin. Et donc, on passe par des distributeurs. Donc oui, on a une contrainte sur certains composants. On ne sait pas aujourd'hui, voilà, comment dire, les acheter à des fabricants locaux. Donc il y a quelques contraintes malgré tout. Comment ces achats responsables, ça se transforme? Eh bien, en fait, on le faisait, on l'a toujours fait, et notre montée en compétences et le fait d'appartenir au groupe Rivalen et d'avoir voilà un groupe société à mission et une personne qui nous accompagne sur ces feuilles de route, on s'est dit il faut le dire, il faut dire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a mis en place une politique d'achat responsable avec des objectifs qui reprennent les éléments de la loi AGEC comme supprimer les emballages plastiques autant que faire se peut d'ici 2026. Voilà, respecter, d'avoir à minima les fournisseurs qui soient à moins de 300 km de chez nous. Enfin voilà, il y a plusieurs aspects. Et pour ce faire, et pour montrer notre engagement auprès de nos partenaires qui sont l'ensemble de nos prestataires externes, on leur a envoyé un code de conduite où voilà, on leur demande d'adhérer à nos convictions, à nos objectifs, à notre stratégie et de s'engager aussi à ne pas faire travailler des enfants, à voilà, œuvrer pour le bien de leur personnel dans les entreprises. Enfin, voilà, donc ça s'est transformé voilà, à travers ça. On parlait aussi de l'inclusion. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous tendance, quand on fait appel, moi-même pour le bâtiment, à un prestataire, la personne qui est intervenue tout à l'heure, voilà, je suis en train de faire
faire des devis pour le nettoyage du bâtiment, encore une fois, par des personnes en intégration ou en réinsertion. Donc voilà, les achats responsables, c'est vraiment tout ça. Et puis, une partie qui est aussi très importante, c'est les audits qu'on peut faire avec Sandrine Bricou, notre acheteuse, chez nos partenaires sur l'ensemble de ces items clés, qu'ils soient ISO 9001 ou pas, hein, d'ailleurs, mais de leur montrer qu'on est présent et que lorsqu'il y a des problématiques, ça arrive, on est partenaire et on doit échanger pour trouver des solutions. Super, merci beaucoup Edith. Sophie, je te laisse prendre le relais. Alors, moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand notre dirigeant Venaël Régnier a repris la société Semco, comme beaucoup d'entreprises dans le plastique, hein, dans la plasturgie, tous les outils étaient en Chine. Et lui, donc, on était en 2012 ou 2013, il a pris une décision forte, c'était déjà de rapatrier tous les outils en France ou en tout cas proche de la France. Donc, nous, on est situé à Nice, donc l'Italie, on va dire, voilà, c'est comme c'est nos voisins, hein. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des partenaires italiens pour la partie, on va dire, Semco, et aussi au Portugal ou des injecteurs en France dans la Plastic Valley, donc vers Oyonnax. Et ensuite, donc ça, c'était une volonté aussi, voilà, de faire, d'essayer d'être travaillé plus en local. Donc pareil, par rapport à nos matières, hein. Et ensuite aussi, ce qu'on a fait, on fait beaucoup d'achats de seconde main, notamment pour nous équiper, nos bureaux, du matériel pour les laboratoires. Voilà, on va voir les entreprises. Souvent, ça arrive, il y a comme des bourses aux livres, hein, des bourses et donc on va récupérer du matériel parce que voilà, si ça fonctionne, pourquoi les jeter? Le matériel de bureau, c'est pareil, tant que ça tient, autant les utiliser. Donc c'est vrai que quand on a mis en place l'usine, on a aussi cherché ces choses de seconde main. Et donc nous, de la même manière, donc on a aussi une charte d'achat responsable. Et par rapport à nos fournisseurs, on a aussi des audits. On leur fait remplir pareil, je ne retrouve plus, donc nous on va les auditer et pareil on leur fait souscrire une charte en fait pour dire qui eux aussi sont dans les mêmes une charte, voilà, d'engagement fournisseur, pardon, qui permet de montrer qu'ils ont les mêmes valeurs que nous et qui s'engagent sur les mêmes directives que nous. Super. Merci beaucoup Sophie. Alors on va enchaîner sur un autre sujet, parce que je vois le temps passer. Donc un sujet important pour le secteur de l'industrie, donc c'est bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je prends un chiffre de l'ADEME, hein, donc l'industrie en France est responsable à peu près donc de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on voit donc où est-ce qu'on est donc les entreprises du secteur industriel, sur les entreprises évaluées, vous n'avez que 13% des entreprises qui à ce jour n'ont pas réalisé de bilan carbone. Par contre, voilà, sur l'ensemble des entreprises évaluées, 50% ont réalisé donc un bilan carbone sur les 3 scopes. Et vous avez donc 18% uniquement sur le scope 1 et 2, et les derniers 18% qui étaient en train de le faire. C'est un sujet qui est vraiment pris, en tout cas, de main de fer, en tout cas, de la part du secteur industriel, hein, parce que c'est un des sujets les plus importants. Et c'est bien pour ça qu'on voit que seulement 13% des entreprises n'ont pas encore réalisé leur bilan carbone. Et alors là, du coup, on va faire un focus sur le bilan carbone de sécurité Semco Seppak. Vous allez peut-être être surpris par les différents chiffres. Donc, je vous laisse commenter pour expliquer voilà, qu'est-ce que vous avez pu observer avec votre bilan carbone. Est-ce que vous avez été surpris peut-être de certains indicateurs et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui de votre bilan carbone, en tout cas dans vos stratégies RSE? Donc nous, chez Semco Sempak, on voit que sur le scope 1, en fait, on a des rotonnes de CO2. Alors après, ça s'explique parce que voilà, on n'a pas d'émissions directes, hein, finalement. Au niveau, donc nous, comme je disais tout à l'heure, on transforme un emballage, donc finalement, on a beaucoup de matières premières. Donc c'est aussi pour ça que du coup, c'est le scope 3 qui apparaît au plus haut niveau, puisqu'on achète beaucoup de matières pour faire notre emballage. Et ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est notamment de l'électricité pour faire tourner
notre ligne de production. Comme on est quand même une petite entité, aujourd'hui, la ligne de production qu'on a, elle nous permet de fabriquer voilà, pour des faibles séries. L'idée de Sempac, c'est de développer notre emballage et pour les gros donneurs d'ordre, éventuellement de leur mettre les machines directement chez eux pour fabriquer l'emballage sur place. Donc, toujours pareil, pour réduire aussi les coûts de transport, enfin, les transports, etc., et toutes les émissions liées au transport. Donc, voilà, nous, on est une petite usine avec on utilise essentiellement de l'électricité et même là, au niveau de nos process, on est en train de voir pour justement ne plus travailler avec de la chauffe thermique, mais de travailler avec de l'ultrason qui nous permet en fait d'utiliser seulement l'énergie quand on a besoin de sceller et pas d'avoir des outils qui sont en chauffe continuellement. Donc voilà, on travaille aussi sur nos process pour améliorer ça. Mais voilà, nous aujourd'hui, en effet, le scope le plus important, c'est le scope 3 puisque c'est beaucoup achat de matières premières. Et voilà, en gros, c'est tout pour moi. Ok, merci Sophie. Alors, pour Securlit, quand on voit le 3 scopes, on se dit le dernier scope, oulala. Bon, c'est un vrai sujet. Réaliser son bilan carbone dans les entreprises, c'est une très belle initiative, très bonne initiative qui permet quand même d'avoir un état effectivement de notre consommation de CO2 selon les scopes et selon les points d'entrée clés. Sauf que voilà, depuis 2023, on a vu notre scope 3 exploser, puisque comme je vous le disais, on vend des luminaires et le calcul pour mesurer les émissions de CO2, calcul très savant, qui pour le coup est très nettement défavorable, puisque comme nous vendons majoritairement des luminaires à détection, sauf que dans le calcul, forcément, si on vend des luminaires à détection, ça veut dire qu'ils tournent moins en nombre d'heures, sauf que ça, ce n'est pas pris en considération. Donc, lorsqu'on fait le calcul, pour faire simple, on doit prendre le luminaire, le nombre d'heures pour lequel il est vendu, et on fait un coefficient multiplicateur. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on grimpe. Bon, le scope 3, effectivement, c'est quand même le scope où on a le moins d'incidence possible parce que ce sont les émissions indirectes. Malgré tout, on a un petit peu de mal à voir ce chiffre. Et donc, l'idée, c'est de travailler pour voir et œuvrer comment travailler sur cet axe. Et aujourd'hui, l'action principale, c'est de pouvoir réduire notre scope 1 à travers les achats, puisque quand on fait notre déclaration par rapport aux facteurs d'émission, c'est mesuré très souvent majoritairement sur les tonnes et qu'aujourd'hui, nous, on n'avait pas cette maîtrise dans notre ERP des tonnes, mais plutôt des cas euros. Et donc là, on a mené des actions et donc on va encore réduire cet item-là. Je dirais que c'est quand même important, ça donne une visibilité, ça peut et ça doit donner des axes d'amélioration et ça donne aussi dans la communication aux équipes, ça donne un peu et ça fait prendre conscience et ça permet de solliciter nos équipes en se disant tiens, à ton poste de travail, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour réduire notre impact? Voilà. Super, merci à toutes les deux. J'enchaîne sur le dernier sujet, que je vois le temps passer, c'est pour laisser 10 minutes de questions-réponses à la fin. Donc on va vraiment traiter assez rapidement le dernier sujet, donc qui est l'éco-conception. Et un autre sujet important, en tout cas en termes de RSE pour le secteur industriel. Quand on parle d'éco-conception, bien évidemment, on prend en compte la gestion des ressources, la fin de vie des produits et le déchet de production. Je ne vais pas vous lire tous les indicateurs puisque je vais vous envoyer la présentation. Le but, voilà, directement, Edith et Sophie, c'est de vous faire rebondir sur l'éco-conception, comment c'est pris en compte, que ce soit dans votre business model, comment voilà, vous traitez ce sujet de A à Z. Je vous laisse la parole directement.
Edith, je te laisse commencer, Ouais, s'il te plaît. ok, ça marche. Alors, l'éco-conception, les équipes Securlit, en fait, ont été formées à l'éco-conception en janvier de cette année 2024. Comment on fonctionne? Alors, nous, on faisait déjà nos analyses de cycle de vie, mais c'était vraiment, quelque chose qui était fait depuis des années. Et effectivement, aujourd'hui, on veut donner un élan supplémentaire. Donc, on a un document qu'on appelle le plan de conception et développement dans lequel on est venu intégrer les éléments de l'éco-conception, donc les matières recyclées, les calculs de diminution en termes d'impact, tout en répondant effectivement aux normes, puisque nous sommes quand même liés à beaucoup de normes sur les luminaires. Donc des équipes formées, synergie aussi à travers les autres structures du groupe pour avoir voilà de l'accompagnement. Et puis pour toute cette mise en place, ces analyses, forcément l'accès à des outils supports et le suivi par un consultant en interne. Donc là on est un peu sur la fin de l'action où on a quasiment validé d'ici quelques semaines notre charte d'éco-conception pour la transmettre effectivement à nos fournisseurs, puisque c'est une des demandes et qu'on a intégré aussi à nos codes de conduite. Donc, si on demande, ça serait bien que nous aussi, on soit proactifs sur ces items clés. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer autant de matières recyclées qu'on peut, bien que ce soit compliqué selon notre cœur de métier, de penser toujours à réutilisation des chutes. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment dans une démarche sur tous ces items clés. Ok, alors j'avais juste une question, Edith, là je l'ai en tête. Il me semble que sur la garantie, vous avez peut-être augmenté, non, sur les luminaires, Ouais. vous aviez fait quelque chose là-dessus. Alors, Voilà. Donc il y a aussi sur la fin de et vie des produits, vous allez travailler sur ça. Hein. c'est ça. En fait, au fur et à mesure du retour d'expérience et de la maîtrise de nos process, ça nous permet d'augmenter nos garanties. Donc, il y a plusieurs garanties différentes au niveau des modules électroniques qui sont à l'intérieur de nos luminaires. Donc, à travers cette éco-conception, ce travail, la maîtrise des process et de fabrication, parce on est sur un process de fabrication ESD. Tout ça, ça permet effectivement de rendre un peu plus confiants nos clients quand on arrive à étendre nos garanties. Super. Sophie, je te laisse témoigner, sachant Oui. que bon, l'éco-conception est au cœur de l'activité Oui, de c'est ça. SEMPAC. Donc, nous le SEMPAC, en fait, il a été éco-conçu dès le départ, puisque c'était la volonté de notre dirigeant. Donc, c'est vrai qu'il a souhaité un produit plus léger, qui utilisait moins de plastique, qui faisait moins de gâchis du produit à conditionner et il voulait qu'il soit recyclable. Donc, en fait, dès le départ, voilà, notre emballage a été conçu de cette façon-là. Mais donc, on est parti sur des monomatériaux. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément des matériaux recyclés, en tout cas dans le SEMPAC, parce que pour après des utilisations en alimentaire, on est sur du PP et du PE, on n'a pas forcément les accréditations à prendre alimentaire quand on est sur du recyclé. Par contre, dans nos pots à gélules, on fait du PET recyclé. Après, voilà, il y a aussi tout ce qui est du coup autorisé ou pas. Par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, puisque le plastique, même s'il est recyclable dans notre utilisation, il a quand même mauvaise presse. Donc, beaucoup maintenant d'emballages se dirigent vers le papier. Donc, on regarde aussi pour faire des formats papier. Hein, c'est aussi des choses qu'on développe. Et bien sûr, aujourd'hui, vu que notre emballage nous permet d'avoir des bouchons de toutes sortes, on a un embout plastique. Donc, sur nos versions papier, cet embout plastique, c'est pareil, va un petit peu nous desservir. Donc, on travaille pour avoir soit des matériaux biosourcés ou carrément sur des formats, on va dire, refill, comme ça, de recharge. Et comme ça, en fait, on n'a plus besoin d'utiliser ces embouts-là. Donc nous, juste pour donner un ordre de grandeur, on a aussi travaillé sur la CV de nos produits et on a différents formats. Sur un format 300 ml de notre SEMPAC par rapport à un flacon de ketchup ou de mayonnaise, on gagne, alors je ne sais plus si c'est 264 ou 246 tonnes de CO2, mais voilà, pour donner un ordre d'idée.
Et ensuite, il me semblait que je voulais rajouter quelque chose, mais bon, j'ai perdu le fil. Donc voilà, Mais, donc nous, c'est vraiment déjà le cœur de notre métier, l'éco-conception. Mais par contre, voilà, on continue de travailler pour améliorer soit la fin de vie et de la même matière, donc de la même manière, on recycle, on a des partenaires des partenariats avec des sociétés qui vont réutiliser nos chutes de matière plastique et pour les transformer en sacs poubelles, etc. Donc, toutes nos chutes sont valorisées, nos déchets de production. Et de la même manière, chez certains de nos fournisseurs, nos injecteurs, qui recyclent aussi les chutes de nos fabrications. Voilà. super. Bah, c'est sur ça que je voulais te faire rebondir, donc parfait. On termine pile à temps. Donc voilà, on vous a évoqué vraiment les différents enjeux du secteur industriel en termes de RSE. Vous avez écouté des bonnes pratiques. Donc voilà, je vous enverrai la présentation. Je vous enverrai également donc le contact de Edith et Sophie si vous avez des questions après à leur poser. Donc voilà, vous avez la disposition maintenant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à enlever votre micro pour poser des questions directement à nos intervenantes.